Madame, Monsieur, bonsoir. Le PLF, le programme gouvernemental et les orientations du nouveau modèle de développement, c'est le menu de questions d'actu ce soir. Quelques jours à peine après le grand oral du chef du gouvernement au Parlement marquant la première année du mandat de cet exécutif, qu'une campagne est déjà lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag La l'Irala al-As'ar fil Maghreb. Traduisez non à la cherté des prix au Maroc. Et voilà que les appels à la démission du gouvernement Arnouch refont surface sur la toile. Un ras-le-bol affiché malgré les réalisations annoncées par le chef de l'exécutif. Des réalisations qui peinent à se faire sentir sur le pouvoir d'achat du citoyen. Soit la grande réforme de la généralisation de la protection sociale est en marche, mais quid du financement de ce système très budgétivore et son enveloppe annuelle estimée à plus de 50 milliards de dirhams, en sachant que la capacité productive de l'économie marocaine reste encore tributaire de la pluie. Cela implique-t-il plus de pression fiscale sur le contribuable ? Élargir l'assiette fiscale ou taxer davantage les mêmes contribuables ? Le gouvernement semble avoir fait son choix d'après le PLF 2023. Côté entreprise, les projections ne sont pas très roses. La compagnie d'assurance internationale Allianz prévoit pour cette année, pour l'année prochaine aussi, une hausse de 44% des faillites d'entreprises par rapport à 2019, soit avant la Covid-19. Pourquoi tabler sur un taux de croissance de 4% en 2023 dans les hypothèses plutôt de la loi de finances, alors que nous ne disposons pas d'outils fiables pour calculer la pluviométrie ? Mais n'occultons pas que cela fait partie des promesses du gouvernement, tout comme la création d'1 million de postes à l'horizon 2026. En reconduisant des projets tels que Awarash ou Força, les autorités compétentes ont-elles procédé à leur évaluation en amont ? Et puis, quelles sont les mesures destinées à soutenir ou à garder en vie, du moins, la TPE et PME marocaine ? Enfin, ce PLF est-il à vision politique ou économique et jusqu'à quel point il s'inscrit dans les orientations du nouveau modèle de développement ? Quid aussi, n'oublions pas l'opposition, des alternatives proposées par celle-ci. Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois ce soir, et pour représenter la majorité gouvernementale, Marouane Chbatou, membre du bureau politique du RNI et membre de la commission des finances à la Chambre des représentants. Bonsoir Marouane Chbatou, bienvenue. Bonsoir madame et merci de me recevoir. Merci à vous d'accepter l'invitation. L'opposition, elle, représentée ce soir par Driss Sentissi, président du groupe parlementaire du Mouvement populaire, également membre du bureau politique de ce parti et chargé de la coordination de l'opposition. Bonsoir Driss Sentissi, bienvenue à vous également. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Et avec nous, un analyste économique, Hicham Ben Saïd Alaoui, président directeur général d'Alliance Trade Maroc. Bonsoir Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes, à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous à distance. Alors, première question, Marouane Chbatou, donc une année, premier anniversaire de ce gouvernement Arnouch. Que peut-on retenir, notamment en termes de création d'emplois, de création de richesses et de réduction de la pauvreté dans notre pays, surtout sur cette question de maintenir le pouvoir d'achat? Très bien, donc si vous permettez, en fait, j'aimerais avant de faire un bilan, même si il est un peu tôt de parler de bilan, puisque l'action gouvernementale dure depuis maintenant une année, et je pense qu'il faudrait déjà contextualiser les choses pour essayer d'expliquer à nos citoyens ce qu'on est en train de faire. Donc dans l'édito, j'ai bien compris qu'il s'agit donc de se poser la question de si c'est un PLF politique ou pas. Ben, la réponse est oui, parce que tout simplement, le gouvernement a procédé à un arbitrage très important, qui est celui donc de, par exemple, la caisse de la compensation. C'est un choix fort, parce qu'en fait, le choix qui s'est posé... Mais qui n'émane pas de cet exécutif. La caisse de compensation existe depuis plusieurs mandats, bien avant celui du gouvernement. C'est une question de dosage dans la caisse de compensation. Je m'explique. En fait, le choix qui se posait, c'était peut-être de revenir à des niveaux de compensation des années d'avant, c'est-à-dire à un niveau d'à peu près 70-80 milliards donc, de montants dans la caisse de compensation. Et le gouvernement a pris le choix de ne pas arriver à ce niveau-là, pour la simple raison qu'il faut quand même prendre en compte les équilibres macroéconomiques, qui ne sont pas un détail. Mais là, vous êtes déjà sur le PLF. Moi, je veux vraiment le bilan de cette année qui est écoulée, avant qu'on passe au PLF, si vous le permettez. En fait, c'est juste, c'est pour mettre le cadre, pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de déposer un modèle. Déjà, ce qui a été fait, on aimerait bien comprendre ce qui a été fait pour qu'on se projette sur ce qui va être fait.
Ok. si vous le permettez. Donc, ce qui a été fait, madame, c'est donc au niveau de la compensation, une augmentation de 16 milliards pour résister à la montée des prix, donc, que le gouvernement a financé par le biais donc, de financement. C'est une augmentation donc, des salaires des employés du public, donc à travers justement les accords négociés dans le cadre du dialogue social. C'est l'augmentation des revenus minimums du secteur privé et du public. C'est le soutien du transport, donc justement pour encore une fois faire face à la problématique de l'augmentation des prix. Et c'est le soutien des entreprises publiques, notamment la recapitalisation de l'ONE pour éviter que le prix de l'électricité n'augmente. Également des aides sectorielles, surtout dans les secteurs qui ont connu des crises importantes, comme le secteur du tourisme, pour 2 milliards, avec des aides directes aux travailleurs de ce secteur. Et puis, bien sûr, pour faire face à l'autre crise importante que connaît le Maroc, c'est-à-dire la crise en rapport avec la sécheresse, et bien sûr, sur instruction de Sa Majesté, un programme de 10 milliards de dirhams pour le soutien des agriculteurs. Très bien. Voilà. Création d'emplois? Création d'emplois, donc en fait là, il faut différencier entre les stratégies conjoncturelles et les stratégies plus structurelles. Donc conjoncturelles, ça veut dire les programmes Força et Aourach qui sont là en réalité pour faire face aux dégâts donc, de la pandémie et puis aussi faire face aux dégâts des différentes crises successives parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on est dans un cadre exceptionnel et qu'on a souvent tendance à l'oublier. Avec l'ensemble des crises, il faut des solutions imminentes et ces programmes rentrent dans ce cadre-là. Et pour vous, c'est une réussite, Aourach et Força, en tout cas pour leur première année d'existence. Si c'est une réussite, on ne peut pas encore en juger, il faut attendre encore un peu, mais en tout cas l'objectif est... Est-ce que vous avez fait le bilan de cette première année de Força et Aourach? Il y a un premier bilan, mais pour l'instant, ça a l'air d'être positif. Voilà. Ça a l'air. Ça a l'air d'être positif. Donc, mais je ne peux pas vous dire directement avec certitude. Donc pour avoir les chiffres exacts, selon un observatoire, c'est un échec, le programme Força, depuis son lancement. Mais il va être reconduit selon il va être reconduit, comme je vous l'ai dit, parce que la raison, elle est conjoncturelle et c'est un programme qui est essentiel dans le contexte actuel. Même si c'est un échec, où il devrait être revu... Je ne peux pas vous répondre sur ce point-là parce que je ne suis pas au courant de ce chiffre. D'accord, très bien. Voilà. Mais vous estimez que c'est une réussite? En tout cas, sur le concept et sur le principe, il faut le faire. D'accord. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures que vous avez évoquées ont permis de réduire la pauvreté, en sachant que le HCP vient de publier des chiffres quand même qui font froid dans le dos, 3 millions de personnes supplémentaires qui ont basculé dans la pauvreté et la vulnérabilité? Pour justement faire face à la pauvreté, je tiens à rappeler qu'en fait, c'est aussi une question de temps. Tout de suite, donc effectivement, les mesures de compensation ont été faites dans ce sens pour faire face à la montée des prix. Et je pense que la performance du Maroc peut s'évaluer tout simplement par le taux d'inflation qui est quand même le meilleur dans la région. Donc pour faire face justement à la montée des prix et protéger l'essentiel des Marocains qui souffrent de la montée des prix. Maintenant, les programmes du gouvernement sont des programmes qui vont avoir des effets à moyen terme plutôt. C'est-à-dire, par exemple, d'intégrer 22 millions de Marocains pour l'assurance maladie obligatoire. C'est un projet important. Projet royal. Projet royal, bien sûr. On n'a pas la prétention de dire ça, mais le gouvernement travaille jour et nuit pour le mettre en place et lui accorde des enveloppes importantes de l'ordre de 9,5 milliards de dirhams pour cotiser à la place des plus démunis. Très bien. Voilà. Driss Sentissi, peut-être un commentaire sur ce qui a été énuméré par Marwan Jbatou et aussi quelles ont été peut-être les alternatives proposées par l'opposition pendant cette année pour ne serait-ce que juguler cette inflation, cette pression inflationniste. D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation. Je pense que ce premier point nécessite une ou deux émissions. Il y a beaucoup à dire. On a vécu une première année avec le gouvernement, c'est Aziza Khnouch, une première année difficile. Difficile due à Covid-19, difficile due à l'inflation, mais difficile également face à un budget qui n'a pas été exécuté d'abord, tel que souhaité. Aujourd'hui, le nouveau PLF nous propose
d'annuler tous les crédits d'investissement qui n'ont pas été utilisés en 2022. On n'a pas de chiffre exact sur ce qui a été utilisé. Ça explique qu'il y a eu très peu de démarrage de chantier. Sinon, on n'aurait pas inscrit un point aussi important sur le nouveau PLF. Donc, s'il n'y a pas d'investissement public, il y a problème déjà au niveau de l'emploi, au niveau de la consommation, et j'en passe. Sachant qu'il y a eu, rappelons-le, pour la loi de finances 2022, un chiffre record annoncé pour les investissements publics de plus de 240 milliards de dirhams. Alors, aujourd'hui, nous demandons... on ne sait pas combien, sur ce montant, a été déboursé factuellement en investissement. Aujourd'hui, nous avons exigé de nous présenter les rapports concernant l'état d'avancement, les chantiers en arrêt, les chantiers réalisés, les chantiers qui étaient déjà en marche et qu'il fallait achever, et j'en passe. On attend ces rapports. Aujourd'hui, pour évaluer l'investissement réalisé par le gouvernement, c'est d'abord les nouveaux chantiers lancés, et on n'en connaît pas beaucoup, c'est la réalité. Ce n'est pas une question d'opposition, mais une constatation faite par tout le monde. Aujourd'hui, et en réaction à ce qu'a dit mon ami ici, Chbetou, je ne sais pas, en matière de création d'emplois, Aourache est un programme social. Ce n'est pas un programme d'emploi. Aourache a toujours existé à travers le programme d'entraide nationale. On ne réinvente pas la roue. Et on a pu placer uniquement 83 000 emplois par rapport au nombre qui était annoncé, 125 000. Et on a dépensé beaucoup d'argent en parallèle à Aourache. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire de la publicité, on ne va pas l'appeler autrement. On les a inscrits à la CNSS et je me demande pourquoi, étant donné que les gens recrutés à Aourache, c'est clair, ils n'ont été recrutés que pour 6 mois maximum et il n'y a pas de plafond d'âge. Il peut y avoir, il y a eu certainement des recrutements de 60 ans et plus. Que va récolter la personne à qui on a prélevé de la CNSS? Mais ça peut-être répond aussi au nombre d'emplois détruits dans le secteur, dans les zones rurales, Non, pas du tout. Excusez-moi, et je vous explique. Ce programme en particulier a beaucoup insisté sur ces régions-là, parce que ce sont ces régions qui peinent et qui souffrent le plus du manque de pluviométrie, par exemple. C'est là où il y a eu le plus de destruction d'emplois. Pas du tout. On les a vus dans les villes refaire un peu de peinture pour les trottoirs, les façades extérieures. J'insiste là-dessus. C'est un programme d'aide sociale plutôt que d'emploi. La déclaration à la CNSS, madame, c'est important. Le gouvernement s'est arrangé pour augmenter le nombre de déclarations à la CNSS afin de faire valoir un bilan en disant « Regardez la CNSS, elle a pris tant et que les chiffres se développent normalement », ce qui n'est pas le cas, je suis désolé. Aujourd'hui, si vous posez la question à quiconque, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre quartier qui a trouvé de l'emploi? 0 emploi. Peut-être que c'est la première année, oui. Peut-être que c'est l'année de la mise en place de certaines procédures, oui. Mais en dehors des projets structurants et lancés par notre souverain, notamment l'assurance maladie, etc., on ne trouve pas de traces de projets, on va dire, appelés projets gouvernement à Khnouch. Aujourd'hui, en matière d'aide, il y a eu l'aide au transport, l'aide aux agriculteurs et l'aide aux sociétés touristiques. Alors, les sociétés touristiques, sur les 2 milliards, il y a 1 milliard qui est passé pour effacer certaines dettes de la CNSS notamment. Donc il n'y a pas eu un grand apport et on constate qu'on commence à aider les grandes entreprises et on oublie les petites. C'est ce qu'on reproche aussi à ce PLF.
Tout à fait, nous allons en parler. Très certainement. Tout à fait. Voilà, Hicham Ben Saïd Alaoui, un mot sur ce bilan. Je vais quand même parler de bilan, même si Malouane Chbachoum m'a repris tout à l'heure. Mais c'est d'usage de parler d'un bilan d'une année de ce gouvernement, en sachant bien évidemment que la conjoncture, notamment internationale, n'est pas très favorable. Hicham Ben Saïd Alaoui. Non, moi je pense que la réponse est dans la question. Effectivement, il convient de faire des bilans. Il est d'usage de faire des bilans après 100 jours, après 1 an, en milieu de mandat. Ce n'est absolument pas le sujet. Moi, en fait, j'aimerais bien positionner le débat en dehors de toute discussion politicienne, parce que tout simplement... D'où votre présence dans cette émission, Hicham Ben Saïd Alaoui. En tant qu'économiste, en tant qu'analyste économique, pas du tout dans la politique. Et je vous en remercie. Moi, je rappellerai juste des choses sans être partisan, et c'est absolument le cas. Entre 2019 et 2023, notre économie n'a pas cru parce que nous avons perdu à peu près 7,5% de croissance en termes de PIB en 2020, que nous avons peu ou prou rattrapé, que nous sommes en train très péniblement de tenter de dépasser, parce que le taux de croissance pour 2022 devrait être inférieur à 1%, ce qui est extrêmement faible. Donc ne serait-ce que par le jeu mathématique, sans même parler de l'inflation et son impact sur la croissance économique, nous sommes, pour rester optimistes, en stagnation entre 2019 et 2023, début 2023, voire en régression si on inclut le paramètre inflation. À ceci, plusieurs explications, certaines endogènes, d'autres exogènes. Parmi les explications endogènes les plus manifestes, c'est d'une part la structure de notre économie, puisque nous faisons à peu près 3/4 de nos transactions, pour rester trivial, avec une région qui a été particulièrement frappée par la conjoncture économique actuelle, à savoir la zone euro. Nous avons une pluviométrie qui est une des pires de ces 4 dernières décennies. Nous avons visiblement une monnaie qui peut être un frein à l'exportation et elle n'est pas forcément un relais de croissance. Des facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine et tout son impact en effet domino sur l'inflation et donc impact direct sur les entreprises et sur les ménages marocains. Donc moi, mon premier point consisterait à dire la conjoncture est assez catastrophique, il faut appeler un chat un chat. Je ne suis pas sûr que, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place, l'impact ou la différence aurait été tant différente parce que là, il faut revenir à ses fondamentaux, surtout en période de crise, et se dire avec un peu d'humilité, là, ça nous dépasse un peu tous. C'est une situation économique qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en temps de guerre dans un pays. Nous avons beaucoup trop de conjonction d'éléments, qu'il s'agisse de la pluviométrie, qu'il s'agisse d'un nouveau modèle de développement qui devient impérieux pour notre pays, qu'il s'agisse d'une conjoncture géopolitique et géostratégique très très compliquée à l'international. Donc la situation est mécaniquement compliquée économiquement. Effet de translation mécanique, notre bilan économique n'est pas bon. Il faut là encore appeler un chat un chat. Certaines mesures politiques que j'entends... Alors, si je comprends bien, le bilan économique n'est pas bon, mais on n'y pouvait rien. Quel que soit le parti politique ou les partis politiques qui dirigeraient cet exécutif, ils n'auraient rien changé, ils n'auraient pas jugulé, par exemple, les effets de cette inflation. D'un point de vue économique. D'un point de vue purement économique, si Ben Saïd Alaoui. Il fallait peut-être penser à certaines stratégies d'orientation politique, là, pour le coup. C'est-à-dire laisser filer la dette pour financer l'inflation. Mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Financer l'inflation, c'est déjà le cas parce qu'il y a une caisse de compensation. Est-ce que vous faites allusion peut-être à une intervention pour atténuer la hausse des prix des hydrocarbures, parce que cela est automatiquement impacté sur tous les bancs de l'économie. Ça aurait pu être une orientation qui était prise, mais lorsque même on considère le panier base de calcul de l'inflation, il y a certes les hydrocarbures, on en souffre tous, y compris moi-même, je ne vais pas faire la politique de l'autruche. Les entreprises aussi, bah oui, citoyens comme entreprises. Oui. Il faut voir ce qui se passe au niveau de l'immobilier, ce qui se passe au niveau de la scolarisation des enfants, au niveau du panier du ménager ou de la ménagère, au niveau de l'investissement, au niveau des taux d'intérêt maintenant, au niveau des banques qui ont été renchéris. Il est clair que des mesures impactant certains secteurs ou sous-secteurs auraient pu permettre de mieux gérer la conjoncture. Mais changer frontalement et facialement la face du bilan économique,
Là, je ne pense pas que n'importe quel gouvernement aurait été très éloigné des quasi 1% de croissance. En revanche, et c'est tout le débat qu'on peut avoir politiquement, c'est peut-être la gestion en termes de communication, en termes d'orientation, en termes de choix forts, qui aurait pu permettre peut-être de gérer différemment la conjoncture. Très bien. Mais d'un point de vue économique stricto sensu, je ne pense pas qu'un parti en particulier ait une baguette magique pour mieux gérer, ou en tout cas substantiellement mieux gérer, la conjoncture actuelle qui est bien... Alors, voilà, je reste avec vous. Est-ce que vous pensez que, justement, ce même exécutif pourrait avoir cette fameuse baguette magique que vous venez d'évoquer pour atteindre un taux de croissance en 2023 de 4% et pour diviser le taux d'inflation par 3, compte tenu, encore une fois, de la conjoncture internationale et des facteurs endogènes que vous avez évoqués, Hicham Ben Saïd Alaoui. Je poserai la question tout à l'heure à Sichbatou. Mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Deux questions claires qui appellent deux réponses très claires pour moi. Sur le volet inflation, le Maroc est un pays importateur net, qui a la chance ou le bonheur ou la grande lucidité d'avoir une monnaie qui lui permet de se prémunir contre des chocs inflationnistes. Parce que regardez les pays du pourtour, regardez les pays d'Afrique du Nord qui ont des monnaies qui ne sont pas indexées sur l'euro et le dollar comme la nôtre. Leur gestion de la crise est en train de se transformer en petit cataclysme social et politique. Absolument incomparable avec ce qui se passe chez nous, même si la situation pourrait être meilleure, mais nous en sommes très loin. Donc de manière très très factuelle, il n'y a pas 36 solutions pour juguler une inflation. Soit jouer un peu sur les taux d'intérêt, mais d'un point de vue économique, je ne pense pas que ce soit de nature à diviser une inflation par 3, ou bien attendre, escompter, parce qu'il faut se positionner dans cette sémantique. Nous ne sommes pas acteurs, nous sommes en train de subir passivement, comme la 60e économie mondiale que nous sommes, parce qu'il faut bien se mettre les choses en perspective. Nous sommes en train d'escompter une baisse à l'international d'un certain nombre de matières premières, de commodities indispensables dans notre gestion au quotidien, et espérer qu'il y ait un effet positif, mécanique, sur notre inflation. Moi, je dirais qu'il est particulièrement difficile d'anticiper une inflation dans une loi de finances dans un pays comme le Maroc, d'un point de vue économique, parce que nous ne sommes pas les deal makers. Nous sommes tributaires de ce que font les exportateurs de gaz, de pétrole, de céréales et d'un certain nombre de commodities qui sont la base de notre économie. Donc sur le volet inflation, je dirais même joker, parce qu'il est très difficile de pouvoir anticiper ou escompter ce qui va se passer dans d'autres marchés. Très bien. Sur le volet croissance, il faut également là se positionner de manière un peu plus tranchée en disant les très bonnes années au cours des 12 dernières années, quand il pleuvait très bien, pour parler trivialement, et quand toutes les planètes étaient alignées, nous étions à 3,5%. Dans un contexte de reprise de croissance du PIB, contexte de reprise, après 0,8% en 2022, 4%, c'est 5 fois ce que nous ferions en 2022. Dans un contexte qui n'est pas simple, dans un contexte que personne ne maîtrise, avec des fondamentaux qui de toute manière étaient à revoir, c'est le principe même du nouveau modèle de développement. Je ne peux que dire que 4% me semble quand même très ambitieux. Je serais le plus heureux des hommes en tant que Marocain si on devait tendre vers 4%, mais il me semble que c'est beaucoup plus volontariste que conservateur au regard des éléments en présence. Marwan Jebbatou, beaucoup plus volontariste ou beaucoup plus politique comme hypothèse contenue dans ce PLF de 4%, parce que cela fait partie des promesses, n'est-ce pas, de la majorité gouvernementale d'atteindre une moyenne de 4% de croissance sur les 5 années de son mandat. C'est sûr que c'est un côté volontariste et courageux parce qu'il s'agit aussi de se donner les moyens pour y arriver. Maintenant, sur la crédibilité en fait, de ce chiffre, c'est normal que quand on constate que la croissance d'un des partenaires principaux du Maroc, qui est l'Union européenne, est prévue pour 2023 pour 0,5%, on peut se poser la question. En moyenne, parce qu'il y a des pays qui sont en récession carrément. Qui sont en récession, donc effectivement, dans tous les cas, c'est légitime de se poser la question. Est-ce que 4% c'est possible? Pour moi, oui, à condition qu'on ait une bonne année agricole. Comment je pourrais l'expliquer? Par exemple, on a le chiffre de 75 mégas quintaux. Si l'année agricole est correcte, c'est-à-dire au moins 60 millions de quintaux pour le blé, ça voudrait dire en fait une croissance de l'ordre de 10% du PIB agricole. Et si on considère que le PIB agricole représente 17% du PIB total, ça serait une contribution de l'ordre de 1,7% dans la croissance globale. Sachant aussi que la partie non agricole
a connu donc une croissance cette année de 3,5%, que les prévisions de Banque Maghreb seraient de l'ordre de 2,5-3%. Sincèrement, ça me paraît faisable, malgré que l'on puisse se poser effectivement des questions importantes. Malgré que nos partenaires commerciaux peuvent être en récession, vont être en difficulté économique, alors que les exportations peuvent en pâtir aussi. Donc d'un côté, on dépend et de la pluviométrie, si j'ai bien compris, mais aussi de nos partenaires. Tout à fait. D'ailleurs, le chiffre que vous dites, en fait, il se reflète dans la demande extérieure, qui est de 2,5%. Et en réalité, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a aussi le moyen de diversifier les partenariats. Et je pense que le gouvernement devrait prendre en considération effectivement cette donnée et essayer de diversifier en fait, les débouchés pour contourner. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on ne va pas prévoir ça pour l'année de 2023. Justement, je ne suis pas le gouvernement, mais à mon avis, ils n'ont pas attendu maintenant pour le faire. OK. Voilà. Donc, et pour l'inflation 2% d'inflation. Pour l'inflation, donc, par exemple, si je vous donne le chiffre de Banque Maghreb, il est de 2,4%, donc c'est à peu près la même chose. Je dirais que la tendance des prix du pétrole Brent ou bien des prix du fret à la baisse laisse penser effectivement qu'il va y avoir une pression à la baisse sur l'inflation, que la récession, effectivement, attendue au niveau de l'Union européenne aussi peut provoquer une pression à la baisse des prix. Oui, mais la reprise en Chine va avoir l'effet contraire. Effectivement, la Chine aujourd'hui, l'économie s'essouffle, mais on table sur une reprise solide de l'économie chinoise. Et qui dit reprise de l'économie chinoise dit hausse aussi des prix. Tout à fait, mais bon, est-ce que ça va vraiment au-delà de compenser, c'est-à-dire l'effet de la récession européenne? Ça, c'est à voir. Je n'ai pas les éléments pour répondre. D'accord, voilà. Très bien. Peut-être aussi une question par rapport à ce PLF. Juste par rapport à la méthodologie, si vous avez une idée, de comment ces hypothèses sont formulées. Je ne suis pas effectivement donc, le ministère des Finances, mais si vous permettez, je pourrais vous dire que les équipes du ministère des Finances sont des experts de haut niveau et qu'en réalité, ils ne pourraient pas se prononcer et lancer des chiffres comme ça, parce qu'au fond, ils sont en contact permanent avec les agences de notation, avec le FMI, et qu'il en va de la crédibilité des comptes publics du Maroc. Est-ce que vous pensez que ce PLF est plus sur une logique budgétaire ou logique d'investissement? Je crois que les deux. Les deux, parce que tout simplement, effectivement, les dépenses augmentent, surtout qu'on est obligé d'augmenter les dépenses pour suivre les différents chantiers, notamment sociaux et de la construction de l'État social. Et en même temps, l'effort d'investissement est là. Est-ce que vous pensez que l'effort d'investissement est là si on taxe davantage les grosses entreprises? Je ne pense pas que c'est lié, dans le sens où d'abord l'investissement sera un investissement public. Et justement, donc, si on revient aux fondamentaux du nouveau modèle de développement qui le préconise, en fait, il s'agit de créer une symbiose entre l'investissement public et l'investissement privé. Et par conséquent, le public va être le soutien, dans une première étape, de l'investissement privé. Notamment à travers les outils comme le fonds Mohamed VI, qui est supposé justement prendre le relais de ce qui n'a pas été fait par les entreprises publiques pour lancer des partenariats publics-privés et pouvoir réaliser en fait l'ensemble des chantiers que le Maroc, dont le Maroc aurait besoin. Très bien. Un commentaire de l'SNCC? Alors, je voudrais sur ce d'abord, PLF, justement, parce que là, on parle PLF. Sur ce PLF, d'abord, notre approche n'est pas une approche politicienne, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, et c'est très important. Le PLF, aujourd'hui, a été calculé sur certaines probabilités et bases qui ne correspondent pas du tout à l'avis du FMI, à l'avis du Haut Commissariat, à l'avis de Banque El Maghreb, et n'a pas tenu compte notamment du rapport du Conseil économique, social et environnemental. Et donc, il y a quand même problème. Certes, la première année a été préparée par l'ancien gouvernement sur la base d'une note de cadrage de l'ancien gouvernement, mais avec une équipe, et je le dis, et c'est vrai, avec une équipe ou à travers une équipe performante, celle du ministère des Finances, dont un certain nombre de cadres sont très bien formés et connaissent la réalité du pays. Ceci dit, est-ce que c'est cette équipe qui décide ou est-ce que c'est le gouvernement Akhnouch qui a décidé? Et là, il y a l'orientation, il y a le choix. Le gouvernement a fait ses choix. Ces choix, nous estimons qu'ils ne correspondent
pas du tout aux attentes des citoyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le hashtag dit la Lilghala, dégage, etc. Parce que le problème est très simple. Excusez-moi, moi je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres. Ça ne sert à rien. Le citoyen marocain ne va pas comprendre. Ce qui l'intéresse, c'est de voir s'il y a des solutions ou pas. Quelles sont les solutions si vous étiez dans cette majorité, quelles sont les alternatives qui auraient pu faciliter la vie à ce citoyen? D'accord. Alors, aujourd'hui, les choix du gouvernement est de baisser les impôts aux grandes entreprises, taxer certaines petites entreprises, table et compte sur une augmentation de salaire qui ne sort pas de sa poche, mais en fait, la révision des salaires à 2 fois 5% du privé, c'est le privé qui va la payer, et ces 5% ne font pas face à l'inflation. Si on était au gouvernement... si, quand même, ça aligne un peu la hausse du salaire sur le taux d'inflation. Excusez-moi, loin de là. La réalité des prix est autre que les chiffres annoncés par le gouvernement sur tous les plans. Je ne veux pas trop mettre en doute ça, mais c'est la réalité. Le chômage, est-ce que le taux est réel? La création d'emplois, est-ce que le taux est réel? Le coût de la vie. Prenez le prix du lait pour nourrissons. Vous trouvez que c'est normal et juste qu'on parle de rallonge de 16 milliards de dirhams sur la caisse de compensation? C'est d'abord le résultat d'une recette fiscale que le citoyen a payée. Petits citoyens, moyens et de grandes rentes, madame. Donc, c'est la TVA collectée sur la vente des carburants, la TVA ne fait pas partie de ce PLF. Qui a permis, tout à fait, qui a permis de faire ces recettes. C'est vrai que les équipes font un excellent travail au niveau des directions régionales et travaillent surtout sur les prévisions et objectifs de recettes, et non pas sur les prévisions et objectifs d'élargissement d'assiette, par exemple, parce qu'ils sont tellement stressés de faire les recettes qu'ils n'ont pas le temps, je pense, de faire le reste. Et donc, quant à la solution, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous? On aurait d'abord axé tous les efforts sur l'aide aux citoyens en difficulté. Vous avez 800 000 personnes qui ont perdu leur emploi, madame, et qui sont toujours au chômage. D'où notre proposition de loi d'allocation et d'aide aux chômeurs actuels, qu'ils soient porteurs ou pas de diplôme. L'axe principal et primordial serait d'accompagner les citoyens marocains à trouver de l'emploi à travers des aides directes. Vous savez, un citoyen mais sans le RSU, vous parlez d'aide directe, ici, je crois qu'il est important déjà qu'on mette les choses dans leur contexte. Comment distribuer des aides sans que ce registre social unifié ne soit prêt? Oui, effectivement. Enfin, après, tout à fait, je suis d'accord, il y a un effort fait par le ministère de l'Intérieur en vue de sortir ce registre immédiatement, et on ne peut que s'en féliciter. D'ailleurs, il est important de rappeler qu'il y a des actions que nous estimons correctes et favorables, et nous les applaudissons, et nous votons certaines lois qui vont et qui tendent vers l'intérêt du citoyen. Aujourd'hui, madame, pendant Covid, on a trouvé ou on n'a pas trouvé les gens à qui allouer les aides? On les a trouvés. Avec une marge d'erreur de 10%, mais effectivement, les aides ont été distribuées. Nous, ce qu'on demande, c'est que, par exemple, c'est qu'on accompagne les citoyens, ceux qui ont des diplômes, qui viennent de la campagne, pour chercher du travail. Et là, c'est pas compliqué, les jeunes diplômés sont connus. Mais vous voulez les accompagner comment? Les accompagner, il faut juste leur donner d'abord une aide pour payer leur transport, pour payer leur hébergement dans les grandes villes où ils vont chercher de l'emploi. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous, on aurait procédé à une augmentation des bourses. Madame,
Vous savez qu'il y a des jeunes filles qui viennent dans les grandes villes. Mais est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions? On n'est pas, c'est-à-dire, oui, d'accord, il y a une hausse des recettes fiscales. Comment vous allez, comment on va financer tout cela? Mais quand on parle de 50 milliards de dirhams, 51 milliards de dirhams qui seront nécessaires pour ce projet de généralisation de la protection sociale, je veux dire, comment on va financer tout cela? Madame, nous sommes en train de travailler sur un point très important, c'est l'explication et comment dirais-je, et le moyen d'attirer le plus possible d'adhésion, parce que le financement de ce programme ne se fera pas que par l'État. Nous avons demandé à Madame la ministre chargée des Finances de participer à une réunion à laquelle nous avons invité afin d'inciter les citoyens et de les encourager à adhérer à ce projet combien important. Mais est-ce qu'on a trouvé les 2 milliards pour le tourisme, les 2 milliards pour le transport, les 10 milliards pour l'agriculture et j'en passe? Et est-ce que ces aides ont donné un résultat positif? Les agriculteurs aujourd'hui ont décidé de ne pas labourer leurs terres. Est-ce qu'il n'a pas plu? Là, non seulement une question de pluie, mais également de cherté des semences, de tous des intrants. Et là, il y a des choix à faire. Et il ne faut pas attendre je ne sais quelle date pour aller vers un premier, un deuxième décret. Aujourd'hui, il est question de passer à un troisième décret. Pourquoi n'est-on pas passé par une loi rectificative? Monsieur le ministre l'a déclaré il y a 3 jours en disant oui, et pourquoi pas, nous irons vers une loi rectificative. C'est-à-dire ça devient un choix politique alors que normalement la caisse de compensation a bel et bien été là et on a déboursé même 80 milliards et la vie a continué. Aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a des familles qui sont en difficulté. Aujourd'hui, et je vous donne une preuve, madame, le gouvernement annonce quelque chose de vraisemblable en disant que 180 000 familles ont quitté l'enseignement privé pour aller vers le public. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas l'attrait de l'enseignement privé en 6 mois qui les a emmenés. C'est qu'il y a une tranche des citoyens marocains, c'est la classe moyenne. On parle de la classe moyenne. Qui a basculé vers la pauvreté, madame. Très bien. C'est ça le problème. Non, plus les moyens. 52 élèves par classe, on nous dit qu'il y a de l'attrait. Mais quel attrait? Oui. Voilà. Très bien. Hicham Ben Saïd Alaoui, fiscalité de ce projet de loi de finances, enfin, contenu dans ce projet de loi de finances et la TPE dans tout cela. J'ai rappelé ce chiffre, ou en tout cas ce nouveau rapport du cabinet d'assurance Allianz sur le nombre de faillites prévues pour 2023. Et cette augmentation qui est invraisemblable, 44% de faillites en comparant à 2019, qui est une année normale, donc avant pandémie, avant guerre en Ukraine, etc. Un commentaire là-dessus, surtout avec ce taux du barème appliqué aux sociétés dont le bénéfice net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, qui devait être majoré à 20% à l'horizon 2026. Donc ça ira graduellement, mais bon, on parle de doublement de l'IS pour ces entreprises-là. Quand j'entends les discussions précédentes, quel que soit le bord politique, je pense qu'il y a un consensus très rare sur un plateau de télévision, à savoir les temps sont durs, la situation est très difficile, c'est exprimé certainement différemment, peut-être plus macroéconomiquement dans un cas, microéconomiquement dans l'autre, mais, et on en conviendra tous, il n'y a pas forcément de proposition allant dans le sens de l'augmentation des recettes. Que faire pour doper telle filière, tel secteur, etc. Nous sommes tous, peu ou prou, en train de débattre de comment gérer la crise actuelle. Et je pense que déjà en soi, c'est un bon signe, c'est une bonne nouvelle, parce que dans une conjoncture comme celle-ci, je pense que nous devons nous orienter vers un gouvernement qui soit pratique ou théorique, c'est-à-dire élu ou juste dans l'état d'esprit, la réflexion d'union nationale. Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a une situation difficile, on est tous d'accord qu'il n'y a pas un loupé majeur ou un manque à gagner patent que personne n'aurait vu ou que d'aucuns auraient occulté. Nous sommes dans une situation où la réponse politique diffère d'un bord à l'autre,
comment gérer plutôt les agriculteurs, ou plutôt les étudiants, ou plutôt les jeunes, ou plutôt les mères célibataires. Mais c'est beaucoup plus une orientation d'ordre politique pour gérer du mieux possible les effets de la crise. Et c'est également la transition pour ma réponse à votre question, à savoir, il faut financer tout ça. Il serait peut-être assez peu intuitif de dire que dans tout ce contexte qu'on vient de décrire, avec les facteurs endogènes et exogènes qu'on rappelait au début, qu'il y ait des réformes aussi structurantes dans un contexte aussi critique. Mais de un, je dirais, le temps politique n'est pas le temps économique. Il faut bien que les gens vivent, il faut bien que les réformes se fassent, il faut bien que ce pays aille de l'avant sur son système de santé, son système d'enseignement, son système judiciaire. Sinon, ce serait quelque peu, si je peux utiliser une expression très triviale, peut-être mettre la poussière sous le tapis, mais ne pas forcément réformer pour le futur. Et il faut bien réformer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'y a jamais de temps idoine pour commencer à réformer. Donc, la conjoncture plus les réformes font que, pour parler très trivialement, il faut aller chercher du fric. J'ai utilisé le terme. Alors justement, aller chercher du fric, je suis d'accord. Donc, parce que c'est bien hein, de dire que les recettes de l'État ont augmenté, notamment pour l'exercice précédent, mais il y a aussi une hausse des recettes fiscales. Il y a aussi ce point que j'évoquais dans ma question. J'aimerais bien que vous répondiez sur la question de la TPME, de la TPE. C'est l'essentiel du tissu entrepreneurial marocain. Que faisons-nous ? Je ne fais pas partie du gouvernement. Mais en tout cas, que fait ce gouvernement pour la garder en vie, en sachant que les entreprises en difficulté, on ne les compte plus. La hausse des faillites, elle a été établie depuis quelques années maintenant. Il y a eu certes la réforme sur les délais de paiement, qu'on a largement applaudi, mais ceci dit, est-ce que cette fiscalité, cette révision du barème de l'IS sur la toute petite entreprise ne risque pas de pousser certaines TPE à aller vers l'informel ? Et là, du coup, les recettes vont baisser. Pour moi, Khadija, le débat est très simple. Nous avons des ambitions très claires sur, comme diraient les financiers, l'OPEX et le CAPEX, c'est-à-dire sur les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Nous avons des ambitions extrêmement légitimes, extrêmement justifiées. Mais il faut bien que quelqu'un paye, il faut que quelqu'un passe à la caisse. On va financer un peu via le déficit, autour de 4,5%. On peut, même si on lit entre les lignes, laisser couler quelque peu la dette, parce que nous avons beaucoup de stabilité, et nous sommes très bien vus de la part des différentes agences de notation et bailleurs de fonds à l'international. Nous pouvons lever d'un claquement de doigts quelques milliards de dollars, ce qui est un luxe que n'ont pas beaucoup de pays africains. Mais à quel taux les marchés financiers sont-ils accueillants, j'ai envie de dire, en termes de taux actuellement ? Est-ce que c'est le moment opportun pour sortir sur les marchés internationaux ? Ben si, quand même. On n'en est même plus là parce que lorsqu'on regarde les ambitions, c'est un jeu d'équations très simple. En théorie, c'est très simple, en pratique, c'est autrement plus compliqué. C'est sûr. En théorie, nous avons beaucoup de choses à faire sur le fonctionnement et sur l'investissement et la réforme de secteurs qui, parfois, pâtissent de 40 ou 50 ans de retard idéologique dans les secteurs que j'ai cités. Ça peut être l'enseignement, ça peut être la santé, ça peut être le système judiciaire sur certaines de ses composantes du moins. Et cette nécessaire réforme, je ne suis personne, mais je l'applaudis personnellement. Il faut qu'elle soit financée. C'est un peu de déficit, c'est un peu de dette, c'est un peu plus de fiscalité. Penser attirer des investissements directs étrangers dans le contexte actuel relève davantage de l'utopie que d'un plan réellement concret et pragmatique, tout simplement parce que les bailleurs de fonds internationaux n'ont plus les fonds à allouer à un certain nombre d'investissements, et également parce que la conjoncture est incertaine, et qui dit conjoncture incertaine dit conjoncture peu propice à la décision d'investissement qui comporte un risque en soi. Donc, je suis vraiment désolé pour toutes les petites entreprises, et bien entendu, elles sont quelque peu lésées par la configuration actuelle, mais j'en reviens à mon débat initial. Il faut que quelqu'un paye. Ça va être un peu le déficit, un peu la dette. Bah alors, les professions libérales aussi, on va augmenter leur il y a la taxe sur les professions libérales qui va être aussi augmentée. Donc, en fait, on va taxer... Les auto-entrepreneurs, il faut que quelqu'un paye. Et ceux qui vont payer, malheureusement, ils sont connus. Alors, une question de Driss Ntissi à vous, Hicham Ben Saïd Alaoui. Est-ce que ce sont les petits qui doivent payer ? Je dirais, dans une conjoncture telle que celle-ci, tout le monde doit payer. Les grandes entreprises, déjà, c'est pas le cas. On ramène l'IS à 20%. C'est pas le cas. Mais
je ne suis pas derrière le projet de loi de finances ou derrière la structuration. Mais il y a aussi une autre logique qui revient qui consiste à dire trop d'impôts tue l'impôt. Tout à fait. Avec un économiste américain extrêmement connu, l'affaire. Est-ce que, en sciant la branche sur laquelle on est assis, avec des investisseurs qui peuvent, pour certains qui ont des capitaux étrangers, faire le choix de s'installer ailleurs, de se redéployer ailleurs, la situation n'est pas simple. Je pense que le PLF est en train de ménager la chèvre et le chou. Beaucoup de choses ont été demandées aux grandes entreprises aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de contrôles fiscaux, il y a eu beaucoup de réformes fiscales allant dans le sens des gros contribuables qui ont davantage contribué à l'effort de guerre, si on peut parler de guerre économique, mais au bout d'un moment, même cette contribution ne suffit plus. Il faut que les petites entreprises, les ménages, même des plus petits salaires doivent contribuer. Les auto-entrepreneurs avec un plafond qui est revu à la baisse, les 30% de contributions libératoires interviennent après un plafond extrêmement bas. Oui. Maintenant, il faut que tout le monde contribue. Nous avons beaucoup d'ambition. C'est les mêmes qui contribuent, Hicham. Hicham Saïd Alaoui, c'est ce que je disais dans mon introduction. Est-ce qu'il ne faut pas élargir cette assiette fiscale une fois pour toutes? C'est en train d'être fait à mon sens. Moi, en tant qu'observateur indépendant, on a pu voir les effets positifs que vous avez pu voir, par exemple. On a pu voir les effets positifs de l'ICE. D'accord. Nous sommes dans un secteur où nous observons les déclarations de chiffre d'affaires de nos assurés. Il y a un avant, un après ICE. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passaient un peu entre les mailles du filet, qui se disent, il y a mon fournisseur qui reporte des flux, flagués par ICE, si on parlait un peu techniquement. Il faut que je reporte, moi, un niveau de chiffre d'affaires au moins égal au niveau de flux que reporte mon fournisseur dans l'autre sens, au niveau de leur... Très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse pour moi est non. Est-ce que nous avons des alternatives évidentes que nous ne sommes pas en train d'explorer? Je ne pense même pas. Parce que je pense que nous avons. Est-ce que vous beaucoup pensez que justement ce gouvernement, et je vais peut-être poser la question aussi à Marwan Jebbatou, est-ce que vous pensez que ce gouvernement s'inscrit un peu dans cette tendance mondiale de taxer les super profits? Pourquoi alors se limiter aux banques? Non, si vous permettez, super profit, il faut définir ce que c'est que super profit, mais en tout cas, quand on voit que les grandes entreprises, c'est-à-dire les très grandes entreprises, au-delà de 100 millions de dirhams, seront taxées à hauteur de 35%, on peut dire que c'est un peu appliqué, dans le sens où c'est un niveau qui est quand même élevé et qui donc va permettre de redistribuer en quelque sorte ce qu'on pourrait donc appeler des super profits. Si on ajoute à ça donc la cotisation solidaire qui, dans le cas des mêmes entreprises, atteindrait donc 5%, même si c'est d'une manière progressive, donc je parle de l'impôt, en fait ça nous met dans un niveau de quasiment 40%. Il faut savoir qu'à 40% quand même, on atteint ce qui est communément connu comme un taux marginal et qui pourrait effectivement donc devenir dangereux si on va au-delà. Donc l'intérêt de cette mesure, c'est finalement effectivement, et je rejoins un peu ce que disait Sibn Saïd, en termes de moyens de financement, de rajouter la contribution sociale et solidaire à un peu plus de fiscalité et peut-être un peu plus de déficit. Même si sur ce dernier point, j'ai quand même une remarque, parce que quand on constate le déficit prévu dans la loi de finances 2023, il est à 4,5, et ça me laisse penser qu'en réalité, le gouvernement a trouvé des moyens, effectivement, pour financer au-delà du simple appel à la dette. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé donc, en 2022, puisque le gouvernement a réussi, et comme l'a bien dit Sissintissi, même si je ne suis pas d'accord sur la formulation, par un décret de complément de crédit, à financer les surplus de compensation à travers des financements supplémentaires comme les financements innovants qui ont augmenté de plus 13 milliards. Vous voulez réagir sur ce que disait tout à l'heure Hicham Ben Saïd Alaoui, Sissintissi? Tout à l'heure, il était question justement de la fiscalité, de la réforme du financement finalement de toutes ces réformes. Voilà, et de la recherche de recettes afin de financer les réformes sociales. Les réformes sociales, tout simplement. Nous estimons, madame, d'abord au niveau de l'opposition, qu'il y a des choses et des actions à mener. Aujourd'hui, sur le plan gouvernemental, il faut absolument dissocier entre la partie législation, organisation de la finance publique et les études
et j'en passe. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Et laisser la tâche d'assiette, de recouvrement, de contrôle à la partie budget, et que cette responsabilité soit très claire, qu'il y ait des objectifs et que, je suis sûr, seront atteints si on détermine les responsabilités. Et ce n'est pas politique, hein, ça émane de... Deuxièmement, il y a des solutions pour augmenter les recettes. C'est d'abord la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, pourquoi ne pas pénaliser ceux qui fabriquent des factures dans notre pays? C'est déjà le cas, c'est ça quand il parlait d'ICE, Hicham Ben Saïd, tout à l'heure, c'était par rapport à la lutte contre la fraude. Je suis d'accord avec lui, là il n'y a aucun souci. Mais c'est déjà en marche. Et donc, ce n'est pas encore en marche. Aujourd'hui, nous estimons que ceux qui fabriquent, parce qu'il y a ceux qui vendent la marchandise séparément et les factures de l'autre côté, mais il y a ceux qui fabriquent de la facture, donc ils fabriquent de la TVA, et par conséquent, ils fabriquent de la monnaie, ça c'est pénal, mais ils ne sont pas touchés, d'où le nombre très élevé d'entreprises qui sont en veilleuse, mais en réalité, qui continuent à faire... Et d'ailleurs, c'est un problème, c'est un fléau, c'est une concurrence déloyale en dehors de la falsification. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est temps de mettre en place des logiciels et des serveurs très lourds, mais qui vont éditer les factures à toutes les entreprises. Vous voulez éditer une facture, vous mettez votre numéro d'identifiant. C'est une proposition pour la DG. Et vous sortez la facture. Aujourd'hui, nous estimons que si on veut effectivement avantager certaines entreprises, il n'y a pas de souci, c'est un choix. Mais à ce moment-là, qu'on mette en place une des recommandations des troisièmes assises de la fiscalité, à savoir les holdings, les bilans consolidés. Ah, d'accord. Si vous voulez consolider les bilans, les 100 millions ne serviront plus à rien. On ne marche pas. Tu étais présent, mon cher ami. Moi, j'ai parlé de taxes sur la fortune. Nous ne sommes pas contre, à condition, effectivement, d'arrêter. Ceux qui gagnent plus doivent payer plus. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique. Aujourd'hui, nous estimons que ceux qui gagnent 10 000 dirhams ou 99 millions de dirhams payent 20%. Et en réalité, ce n'est pas 20%, c'est 20 plus 5 plus 10, madame. Même dans 4 ans, lorsque nous arriverons à cette taxation des 20%. Et c'est trop cher, vous savez. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci beaucoup, Driss Sentissi, coordinateur de l'opposition également, président du groupe parlementaire du Mouvement populaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux membres du bureau politique du RNI, membre de la commission des finances à la Chambre des représentants, Marouane Chbatou. Merci à vous. Merci à vous. Et mes remerciements vont également à Hicham Ben Saïd Alaoui, PDG d'Alliance Trade Maroc. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.